Tout ce qui se passe aujourd'hui découle directement de l'affrontement entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et au milieu de cette tempête géopolitique, le président américain Donald Trump a lancé ce qui ressemble presque à une véritable bombe médiatique. Selon lui, ce conflit pourrait bien s'étendre sur une période d'environ 1 mois, peut-être même davantage. Évidemment, les marchés internationaux n'ont pas attendu longtemps pour réagir. Mardi, le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 85 $, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis juillet 2024. Dans le même temps, le gaz sur le marché européen a brièvement dépassé les 65 € par... Tout ce qui se passe aujourd'hui découle directement de l'affrontement entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et au milieu de cette tempête géopolitique, le président américain Donald Trump a lancé ce qui ressemble presque à une véritable bombe médiatique. Selon lui, ce conflit pourrait bien s'étendre sur une période d'environ 1 mois, peut-être même davantage. Évidemment, les marchés internationaux n'ont pas attendu longtemps pour réagir. Mardi, le prix du baril de pétrole a franchi la barre des 85 $, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis juillet 2024. Dans le même temps, le gaz sur le marché européen a brièvement dépassé les 65 € par mégawattheure, un seuil inédit depuis janvier 2023. Autrement dit, les tensions commencent déjà à se refléter très clairement dans les prix de l'énergie. Et la situation, loin de se calmer, semble plutôt se détériorer. L'un des éléments les plus inquiétants concerne le détroit d'Ormuz. Personne ne sait encore si ce passage maritime est totalement bloqué ou seulement partiellement perturbé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une artère stratégique. Près d'un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié transportés dans le monde y transitent. Autant dire que la moindre perturbation dans cette zone suffit à secouer toute l'économie mondiale. Selon plusieurs informations, certains navires auraient déjà été pris pour cible ou endommagés lors d'opérations attribuées aux forces iraniennes. En réaction, les États-Unis et Israël ont intensifié leurs frappes contre des unités navales iraniennes, précisément pour empêcher Téhéran de verrouiller ce passage maritime crucial. Malgré ces interventions militaires, une réalité demeure. L'acheminement du pétrole et du gaz provenant des monarchies du Golfe connaît déjà de fortes perturbations. Les flux énergétiques sont ralentis et l'incertitude gagne les marchés. Certains analystes rappellent d'ailleurs que le président américain lui-même avait prévenu que l'affrontement avec l'Iran pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, voire davantage. Et peu à peu, les grands acteurs de l'économie mondiale commencent à intégrer une possibilité qui devient de plus en plus crédible, celle d'une escalade durable dans cette région extrêmement sensible. C'est le cabinet Global Risk Management qui vient de proposer une analyse très pertinente à ce sujet. Aujourd'hui, les experts affirment qu'il est possible que le monde connaisse ou revive le scénario de 2022. Rappelez-vous 2022, lorsque l'invasion russe de l'Ukraine avait déclenché une flambée des prix de l'énergie, et cette flambée des prix de l'énergie avait provoqué un tsunami d'inflation massive qui avait durement frappé l'économie mondiale. Le cabinet XTB a confirmé son analyse. Les prix actuels restent, pour le moment, loin des sommets atteints à l'époque de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le gaz avait ponctuellement dépassé les 300 € par mégawattheure, alors qu'il avait même atteint les 345 € à un moment donné au cours de l'année 2022. Et le baril de pétrole, je vous le rappelle, lors de la première année de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avait dépassé les 100 $. Alors, pour le moment, selon les différentes expertises qui ont été publiées par des agences ou des cabinets spécialisés, ou même par des médias spécialisés, ou encore par des gouvernements directement concernés par les évolutions de ce conflit, ces différentes analyses affirment que, pour l'instant, le risque est beaucoup plus important pour le marché. Le danger principal pour le marché serait que l'Iran vise d'autres infrastructures énergétiques dans la région, notamment dans les pays du Golfe, ce qui pourrait entraîner des interruptions de production importantes. L'annonce la plus inquiétante nous parvient du Qatar, puisque la compagnie énergétique publique, l'équivalent de Sonatrach au Qatar,
Qatar Energy, avait déjà annoncé hier, lundi, la suspension de sa production de gaz à la suite d'une attaque de drones contre les installations de ses deux principaux sites de traitement. Des installations pétrolières ont aussi été touchées par des attaques iraniennes, à Wen, au UAE. Les pays qui seront, pour le moment, directement touchés par cette augmentation des prix du pétrole et du gaz et par cette rupture ou cette perturbation ou ces perturbations dans l'approvisionnement du pétrole et du gaz, ce seront les pays asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, qui sont très consommateurs et dépendants du gaz et du pétrole iranien, ainsi que du gaz du Qatar. Les autres pays asiatiques, comme les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, sont des pays qui consomment beaucoup de matières énergétiques provenant des pays du Golfe. Pour le moment, il y a un gel du trafic dans le détroit d'Ormuz. Les grands opérateurs de trafic maritime, comme CMA CGM, MSC et Maersk, tout cela, ils ont annoncé qu'ils ont réduit significativement, pour ne pas dire qu'ils ont interdit à leurs navires d'emprunter le détroit d'Ormuz. Des navires sont bloqués et cela va avoir un impact direct sur les prix du gaz. Plusieurs annonces ont été faites, je le rappelle aujourd'hui, des annonces qui confirment que nous nous dirigeons, petit à petit, vers une crise économique mondiale. Alors, en Irak, l'Irak va baisser de 3 millions de barils de pétrole sa production dans les jours à venir à cause des conséquences de cette guerre et à cause de son impossibilité. C'est-à-dire que quand une installation de pétrole ou de gaz n'est pas touchée, le problème, c'est quand il n'y a pas de navire qui passe, ou qu'il n'y a pas de navire pétrolier ou de navire méthanier pour pouvoir acheminer ce pétrole et ce gaz vers les consommateurs, c'est-à-dire vers l'Asie ou vers les pays européens, l'Amérique du Nord. Comme le détroit d'Ormuz est bloqué, comme il y a un gel du trafic maritime parce que les navires marchands sont ciblés par l'armée iranienne et par les drones et les missiles iraniens, donc l'Irak a décidé de baisser sa production de 3 millions de barils parce qu'il ne peut pas vendre. Donc l'Irak ne peut pas produire des barils de pétrole s'il n'arrive pas à trouver un vendeur qui va acheminer ce pétrole vers ses clients. Des responsables irakiens ont affirmé aussi qu'un champ pétrolier important a cessé et a diminué sa production de 4600 barils par jour. C'est l'équivalent de ce que l'Algérie exporte. Un autre responsable irakien a affirmé qu'aujourd'hui, l'Irak a décidé, dans un autre gisement important qui s'appelle Mila, de baisser la production de 700 000 barils par jour. Ces événements ont tous une relation avec l'Algérie, puisque Qatar Energy annonce donc la suspension de la production de GNL. Je rappelle que le Qatar est pratiquement le 3e ou le 4e pays vendeur et exportateur de GNL à travers le monde, avec les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Tous ces événements nous indiquent que nous allons avoir une crise économique importante. Alors de prime abord, certains Algériens et Algériennes vont croire que voilà, si le pétrole dépasse les 85 $, si le gaz augmente de 40 à 60% sur le marché européen, cela va être une bonne nouvelle et nous allons donc pouvoir en profiter. Encore une fois, c'est faux. Encore une fois, ne cédez pas à la facilité. Ne cédez pas à la tentation de la désinformation. Ne tombez pas dans le piège des informations incomplètes. Le problème qui va se poser pour l'Algérie, c'est que l'Algérie, encore une fois, n'est pas un gros producteur de pétrole. C'est un producteur de gaz important, mais on n'est plus un producteur important de GNL. On ne produit pas autant de GNL que le Qatar, que les États-Unis et que d'autres pays comme l'Australie. Le gaz algérien est essentiellement vendu selon la formule des contrats à long terme et via des gazoducs. Notre capacité à produire du GNL a été largement affaiblie ces 3 ou ces 4 dernières années. On fait toujours partie des 10 plus grands producteurs de GNL,
mais on ne fait pas partie des 5 meilleurs exportateurs. Donc, pour pouvoir profiter rapidement de l'augmentation des prix sur les marchés européens, il faudra savoir ce que l'on peut produire rapidement afin de pouvoir vendre sur ce marché européen. Et il n'est pas évident que le marché européen achète du gaz avec des prix aussi élevés. Il faut savoir qu'il y a des réserves qui ont été constituées. Maintenant, si la guerre va durer 1 mois, certainement ces réserves-là ne vont pas durer longtemps. Mais les pays asiatiques comme les pays européens disposent pour le moment de réserves. Il existe des réserves stratégiques en Chine, par exemple, comme dans certains pays européens. Les grands pays acheteurs et consommateurs de gaz et de pétrole importés ou commercialisés sur le marché mondial vont donc, dans un premier temps, consommer ces réserves stratégiques. Pour le moment, l'Algérie ne va pas pouvoir combler le vide que va laisser le GNL du Qatar ou que va laisser le pétrole irakien, etc. En ce qui concerne le pétrole, on est hors jeu, avec notre capacité d'exportation qui est uniquement de 400 000 à 300 000 par jour. On ne va pas pouvoir beaucoup en profiter. Le gaz, on peut en profiter, mais entre nous, on vend beaucoup plus de gaz via gazoduc, via le Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne, ou le transméditerranéen, pipeline qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Et le gaz brut que nous exportons via le gazoduc représente jusqu'à entre 60 à 70% de nos exportations de gaz. Le GNL, c'est entre 30 et 35%. Donc, on ne va pas pouvoir profiter rapidement de cette conjoncture. Le pire, ce qui pourrait nous arriver par contre, c'est que si cette augmentation, cette flambée des prix de l'énergie va durer plus d'une semaine ou deux, les produits que nous importons, les produits que nous achetons à l'étranger vont nous coûter beaucoup plus cher. Et c'est ça le drame. Je vous l'ai dit encore une fois, si l'Algérie exportait 1 million de barils par jour, 800 000 barils par jour, je pourrais vous dire, on va se frotter les mains et les clients qui ne pourront pas prendre le pétrole irakien ou qui ne pourront pas acheter le pétrole koweïtien ou qui ne pourront pas acheter le pétrole émirati, etc., on aurait la possibilité de profiter de ce marché et, comment dirais-je, de leur vendre notre pétrole. Mais notre capacité d'exportation est très faible. En termes de pétrole, on n'est à même pas 900 000 et quelques de production et les exportations sont entre 400 000 maximum. C'est vraiment notre meilleur pic d'exportation. C'est 500 000. Pourquoi? Parce que la moitié de la production nationale de pétrole brut va au marché intérieur. En réalité, c'est même 60%. On consomme entre 50 et 60%, puisque nous n'importons pas beaucoup de voitures et nous avons un parc automobile qui ne grandit pas du tout, qui n'évolue pas, parce qu'il y a des restrictions des importations. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons une croissance démographique importante et que la consommation de carburant, des produits dérivés du pétrole, va augmenter significativement en Algérie. Elle augmente déjà. Donc, avec uniquement 40 à 45% de notre production de pétrole dédiée aux exportations, on n'est pas vraiment grandement gagnant. Pour le gaz, plutôt, on s'appuie beaucoup sur les contrats à long terme. Le gaz, il y a 2 types de marchés. Il y a le marché des prix fixes, ce sont des contrats à long terme. Il y a les gazoducs et le marché spot. Le marché spot, c'est du GNL. C'est 80% du GNL. On a des contrats à long terme avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal. On a fait des contrats avec la Turquie, avec la Grèce. On a des contrats surtout avec l'Autriche, avec le Portugal, mais aussi avec la France. Mais nos 2 plus grands clients, et qui sont les plus grands consommateurs de gaz algérien, ce sont l'Italie et l'Espagne. Ce sont les contrats à long terme. Ces contrats à long terme ont une disposition qui permet à l'Algérie de demander une révision des prix à la hausse. Quand, sur les marchés mondiaux, le prix du gaz augmente de 40 à 50%, l'Algérie
a le droit de demander à l'Italie, à l'Espagne ou à ses clients secondaires comme le Portugal ou l'Autriche ou la Grèce et la Turquie de revoir les prix. De revoir les prix. De revoir les prix. La Turquie et la Grèce nous achètent uniquement et essentiellement du GNL, mais en gazoduc, en gaz traditionnel. Ce sont l'Espagne et l'Italie. Mais quand on va augmenter ces prix ne vont pas augmenter significativement. Ils ne vont pas s'aligner sur les prix du marché mondial. Si cela augmente de 40% sur les marchés mondiaux, l'Algérie va demander une augmentation de 10 à 20%, pas plus. Donc il faut absolument arrêter de croire que l'Algérie va profiter rapidement de cette conjoncture. C'est complètement faux. On aurait pu en profiter si on avait une grosse production de GNL, ce qui n'est pas le cas. Et on va vous faire une émission spéciale sur le GNL algérien parce que très peu d'Algériens et d'Algériennes le savent. L'Algérie a été le pays pionnier du GNL. Le gaz, le premier complexe industriel de gaz naturel liquéfié, a été réalisé en Algérie dans les années 60. Et l'Algérie a été parmi les premiers pays qui se sont lancés dans le processus industriel de la vente et des exportations de GNL. Sauf que la décennie noire a beaucoup retardé ces projets, a fait beaucoup de mal à ce secteur industriel en Algérie, et des pays comme le Qatar, le Nigeria, la Malaisie, l'Australie et les États-Unis d'Amérique ont largement dépassé l'Algérie. On a été relégué au second plan. Donc notre GNL, derrière le GNL, on le produit avec du gaz naturel brut. Sauf que notre consommation de gaz naturel est en train d'augmenter. On est dans les 60 milliards et quelques de mètres cubes pour la consommation intérieure et cela va dépasser d'ici même 2030 les 80 milliards de mètres cubes. Donc on a du gaz à exporter et on ne peut pas l'exporter en grosse quantité parce qu'on a une consommation. 65% de notre gaz est dédié à la consommation locale. Et avec les projets de Bilet, les projets que l'on veut lancer en Algérie, ce sont des projets qui nécessitent aussi la consommation de gaz. Bilet, quand il sera mis en application, quand il sera lancé et quand il va être mis en place, quand il sera opérationnel à 100%, il va consommer entre 12 à 15% selon les scénarios de notre capacité de production de gaz. Donc, on ne va pas pouvoir en profiter énormément. Pour pouvoir en profiter, il faut être de gros producteurs. On n'est plus un gros producteur. On est un fournisseur de gaz important pour l'Europe pour des raisons géographiques. Mais on ne produit pas beaucoup plus de gaz que la Russie et la Norvège, et nos réserves ne se renouvellent pas. On est un des gros producteurs de gaz. On aurait pu devenir le plus gros producteur de gaz à partir d'un moment si on avait plutôt lancé le gaz de schiste. En termes de gaz de schiste, on a des réserves importantes, mais on utilise toujours le gaz conventionnel. On n'utilise pas encore le gaz non conventionnel. Donc, par contre, l'inflation mondiale va nous impacter directement parce qu'un pétrole et un gaz élevés signifient des engrais élevés, des carburants élevés. Cela veut dire que le coût de production des matières agricoles premières va augmenter, les coûts de production des produits manufacturiers vont augmenter, les coûts de production de diverses marchandises, notamment des produits de large consommation, vont augmenter. Et l'Algérie, déjà, avec la gestion actuelle du régime Tebboune, qui consiste à limiter, à restreindre les importations dans des proportions très extrêmes, parce qu'Abdelmadjid Tebboune et le régime Tebboune ne veulent pas épuiser les réserves de change, veut toujours avoir une balance commerciale excédentaire et non pas déficitaire. Sauf qu'avec des exportations qui rapportent de moins en moins et avec des importations qui augmentent,
Tebboune et son régime et ses collaborateurs vont certainement décider, face à cette vague d'inflation qui va s'abattre sur le monde, si le conflit entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël va durer dans le temps, de restreindre encore davantage l'importation des produits importés ou l'achat des produits importés depuis l'étranger, puisqu'ils vont coûter beaucoup plus cher, et cela afin d'économiser les devises de l'Algérie, pour préserver les réserves de change. Il est donc question de ne pas beaucoup importer, ce qui risque de provoquer en Algérie une inflation, comme on l'a vu en 2022. Rappelez-vous 2022 à 2023. L'inflation moyenne en Algérie était entre 9 et 10%. Elle était de plus de 7% depuis 2021. 2021, 2022, 2023, c'était les 3 années les pires pour le pouvoir d'achat, pour les fonctionnaires, pour les salariés et pour les consommateurs algériens. 3 années où l'inflation était très élevée. Même en 2024, elle n'a pas beaucoup baissé. Il fallait attendre le début de l'année 2025 pour que cela commence à baisser en dessous de 4%, entre 4 et 5%. Donc c'est vraiment la conjoncture actuelle. Il faut la suivre. Elle est très dangereuse et elle risque de nous compliquer vraiment la tâche. Ismaël sur TikTok nous dit « Salem, les pôles de diversification prennent du temps. L'Algérie peut-elle y arriver ?» Si tu parles de projets de diversification économique, je suis tout à fait d'accord avec Ismaël. Cela prend du temps de diversifier une économie qui a été tout simplement dépendante du pétrole et du gaz depuis toujours. On ne diversifie pas une économie comme cela d'un claquement de doigts. Lancer des projets industriels, ramener des investisseurs de l'étranger, mettre en place de nouvelles filières industrielles, cela prend du temps. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. En Algérie, en réalité, depuis le choc pétrolier de 2014, elle a raté le coche. Déjà, les projets industriels qui avaient été lancés à l'époque de Bouteflika, on n'aurait jamais dû les stopper. La filière de l'assemblage et du montage des véhicules neufs, si on ne l'avait pas stoppée en 2019, aujourd'hui, en 2026, elle aurait pu accumuler un certain savoir-faire, une certaine expérience, et on aurait pu avoir des véhicules avec un taux d'intégration suffisamment convaincant pour pouvoir parler d'une industrie locale. Sauf que Abdelmadjid Tebboune, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bloqué tous les projets industriels qui avaient été lancés à l'époque de Bouteflika. Pourquoi ? Parce que ces projets industriels, comme dans le cas de la filière de l'automobile, avaient été parrainés, lancés et supervisés par des hommes d'affaires fidèles à l'époque de Bouteflika, au régime de Bouteflika. La conséquence a été quoi ? La voiture est devenue un objet rare, un objet très cher. Les pièces détachées font l'objet de plusieurs pénuries chroniques et d'une inflation galopante. On n'a absolument rien gagné. Et l'exemple de l'automobile, on peut le répercuter, on peut l'utiliser aussi pour l'évoquer pour d'autres secteurs. Il y a des projets dans l'agroalimentaire, des projets dans l'industrie légère ou lourde qui ont été bloqués, comme dans la sidérurgie. Tous les projets des hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika ont été bloqués, alors qu'ils avaient beaucoup de projets industriels. Par exemple, dans les engrais, on avait une belle société algéro-espagnole qui s'appelait Fercial. Ali Haddad, en 2017, s'est impliqué dans Fercial. Il a racheté des parts et après, en 2019, il était question qu'Ali Haddad remplace le groupe espagnol qui devait partir et quitter l'Algérie. La transition devait se faire dans la sérénité. Mais elle ne s'est pas faite dans la sérénité, puisque Haddad est tombé. Il a trébuché. On l'a emprisonné et on a démantelé son groupe, le TRHB. Et tout au long de ce conflit, même quand Fercial a été reprise, le contrôle absolu a été repris par Sonatrach et Asmidal. Aujourd'hui, Fercial, qui exportait beaucoup, qui gagnait, qui ramenait plusieurs dizaines de millions de dollars et d'euros aux caisses de l'Algérie, au trésor public, aujourd'hui, elle est pratiquement détruite. Elle est sabotée.
Elle exporte très peu, elle produit très peu, elle est mal gérée. Pourquoi? Parce que c'est devenu une simple filiale d'Asmidal et de Sonatra. Le népotisme, le favoritisme, la mauvaise gestion, la culture, le social, les abus du socialisme. Et voilà comment, malheureusement, la situation est devenue catastrophique. Fertial s'est effondrée, alors qu'elle était l'un des fleurons en termes d'exportation diversifiée, parce qu'il s'agissait des engrais. Donc, c'était des produits un petit peu hors hydrocarbures, même si nos engrais principalement exportés étaient principalement produits à partir du gaz. Mais un exemple, la filière automobile